Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Que diriez-vous de vous accorder 30 minutes pour interroger un phénomène intelligence artificielle et plus globalement les aspects numériques avec tous les aspects sociétaux, culturels, éthiques, un petit peu techniques parfois et pourquoi pas politiques. Cette semaine, on va se demander comment il est possible de former la jeunesse du continent africain au numérique et possiblement à l'IA. Quels moyens il faut déployer? Quels écueils faut-il éviter? Quel avenir ça peut offrir à l'Afrique? Cause Commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. Merci Jérôme Sorel à la régie. Merci à notre directeur d'antenne Olivier Gréco de nous permettre cet espace de liberté et d'échange Cause Commune que vous pouvez retrouver sur cause-commune.fm au singulier et sur son app mobile, sur la bande FM bien sûr, 93.1 et le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Cette émission, si elle vous plaît, merci de vous abonner et surtout de prendre 3 secondes pour mettre des petites étoiles, des petits pouces, des petits trucs. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître parce que ça va manipuler l'algorithme. Et c'est cool de manipuler l'algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui allie technologie, éducation, emploi et impact social, avec un focus particulier sur le continent africain. Dans un monde en pleine mutation numérique, l'accès à une formation de qualité reste un défi majeur, en particulier dans les pays en développement ou en voie de développement. Et notre invité nous dira comment il faut dire, où une jeunesse dynamique est en forte croissance et qui fait parfois face à des obstacles structurels, parfois des manques d'infrastructures éducatives, parfois des coûts élevés de formation, souvent des écarts assez importants entre les compétences enseignées et puis le vrai besoin du marché du travail. Pourtant, l'Afrique se trouve également à un carrefour d'opportunités uniques, une population jeune, une adoption rapide des technologies mobiles et un écosystème entrepreneurial en plein essor. C'est dans ce contexte que notre invité du jour a relevé le pari audacieux de rendre l'éducation technologique plus accessible et directement applicable aux jeunes travailleurs. Elle dirige Saina, une plateforme de e-learning et de microtasking qui offre une réponse innovante à tous ces enjeux. Alors comment forme-t-on aujourd'hui depuis une plateforme de e-learning ? Comment on apporte des revenus avec de la microtâche et du microtasking? Comment on garantit que ce microtasking il reste éthique et puis il n'est pas dangereux pour la santé mentale des travailleurs? Autant de questions que nous allons pouvoir poser à la fondatrice de Saina. Bonjour Matina Razafi Maefa. Hello, wow, mais quelle intro, c'est un wall of fame ce truc. Voilà, vous pourrez la garder pour longtemps. J'essaye de tout résumer pour qu'effectivement ça nous donne les bases de notre discussion. Alors, parlez-moi d'IA, du coup, Matina, mais avant peut-être, c'est essentiel. Parlez-nous de votre parcours et de vos motivations. Voilà, comment on vient, comment on en arrive finalement à se donner pour mission, juste ça, de former les jeunes, les jeunes du continent africain, au numérique et peut-être demain à l'IA. Ouais, c'est vrai que ça fait bientôt, en janvier, on va fêter nos 7 ans à Saina. C'est waouh, quelle aventure, mais j'ai du mal à y croire encore en ce moment même. J'ai commencé cette entreprise, j'avais 19 ans. Et vous savez, moi, je viens d'une génération qui s'appelle la génération Z. Donc, on est la génération Internet. Moi, je suis la dernière de 4 et j'ai toujours grandi dans la génération des autres. Donc, mon grand frère qui a plus de 7 ans que moi, ma grande sœur, mon autre grand frère. Et finalement, eux, ils ont vécu la vie sans Internet. Moi, j'ai presque pas connu la vie sans Internet. Internet, ça a toujours fait partie de ma vie et en particulier quand j'ai eu 15 ans parce que fallait contribuer financièrement à la maison, quoi. Hein. Il y a pas d'autre secret. Il y a quelque chose qu'on dit en malgache qui s'appelle Mita Divoul. Et Mta Divoul, en fait, ça veut dire chercher de l'argent. Et donc, au bout d'un moment, dans ce monde capitaliste, faut trouver de l'argent. Et comment on fait quand on n'a pas accès à grand chose? Et donc, moi, j'ai utilisé Internet. Donc, j'ai appris sur YouTube. J'ai gagné de l'argent grâce à des plateformes comme StaffMe. J'ai fait les job boards en ligne. J'ai fait Serveuse. J'ai fait tout ça. Et les outils numériques ont été une vraie aide pour moi. Et j'ai réalisé qu'il y a des millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à ces outils. Et je me suis dit, OK, il faut qu'on leur donne accès à tout ça.
Donc vous avez voulu finalement leur ouvrir ces perspectives que vous étiez vous-même ouvertes juste avant. Exactement. Et du coup, si on doit faire un petit panorama, parce qu'enfin on n'est pas tous, on connaît pas tous la situation africaine aujourd'hui. Si on devait faire, alors après il y a sûrement des multiples situations africaines. Il n'y a pas une seule situation africaine. Mais du coup, ça serait quoi le panorama quand on veut parler de numérique et d'Afrique? Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête finalement sur comment ça se passe aujourd'hui pour un jeune dans un pays africain? Voilà, comment justement il a accès à Internet, comment il utilise tout ça? Trop bien. Mais déjà, faut savoir aujourd'hui que en Afrique, en 2024, il y a 111 millions de chômeurs. Ma génération représente 70% de la population africaine. Aujourd'hui, on dit l'Afrique, mais comme vous l'avez très bien dit, chaque pays est différent. Moi, mes équipes au Sénégal, c'est pas pareil que mes équipes à Madagascar. Je manage pas de la même manière en Côte d'Ivoire, encore plus quand c'est des gens qui sont comme moi. Qu'est-ce que j'appelle des gens comme moi? C'est des gens qui sont binationaux. Quelqu'un qui est né, grandi peut-être en Afrique, mais qui a aussi grandi une autre partie de sa vie en France, une grosse partie de sa vie. Moi, je me considère française aussi, comme je me considère malgache. Et c'est vrai que cette binationalité-là, cette double culture, ça ouvre aussi des perspectives et notre regard sur le monde en tant qu'équipe. Et c'est ça qu'on essaye aujourd'hui de s'appuyer là-dessus pour délivrer la meilleure expérience d'apprentissage et de travail. Donc oui, on va dire que on a une équipe qui vient de différents horizons. Et ça nous aide à... Je sais pas si je perds un peu le fil peut-être. La question c'était... Non, et puis du coup, quelle perspective on peut se donner sur le continent africain du point de vue du numérique? Aujourd'hui, c'est comment au niveau numérique. Donc voilà. Et faut aussi savoir que les cultures sont différentes. Donc par exemple, en Afrique du Nord, donc je pense Maroc, à la Tunisie, beaucoup de gens ont leur centre d'externalisation là-bas. Ça, c'est une chose. On va dire qu'après avoir eu les Indiens, aussi beaucoup de boîtes françaises externalisées en Pologne, en Europe de l'Est, le continent africain, je parle le continent francophone africain, est devenu une vraie opportunité pour ces entreprises parce que parler en anglais avec un développeur qu'on comprend pas, avec une culture qui est complètement différente, pareil pour l'Europe de l'Est, la langue qui est pas pareille. Ce qui est intéressant au Maroc, en Afrique du Nord, c'est déjà c'est francophone. Ensuite, il y a un décalage qui est pas non plus énorme. Et en termes de vol, c'est à 4 heures. Après, c'est quand même plus cher que quand vous descendez. Donc Madagascar, on est dans l'océan Indien, on a Maurice à côté. Voilà, c'est un peu plus loin. C'est plus exotique par ailleurs, à certains égards. Et donc du coup, évidemment, ça s'est pas mal développé. Madagascar est devenu une vraie place, une zone de destination de services numériques avec tous les enjeux qui vont avec. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a créé ça. Comment naviguer dans tout cet enjeu-là, en sachant qu'on a une place qui est privilégiée, historiquement parlant sur ces points de vue numériques, mais à la fois comment on s'adapte aux évolutions parce que ils sont chauds aussi des autres pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire, ils ont un écosystème entrepreneurial qui est incroyable, ça explose. Après il y a aussi tout ce mouvement de répat, donc tous les jeunes Africains qui étaient en France et qui décident de retourner au pays pour apporter, pour créer des choses, pour répondre à des solutions. Toutes ces personnes-là, moi y compris, on s'est pris des claques en mode en fait la vie elle est complètement différente ici. T'es pas un sauveur, t'es pas un messie, t'es personne. Et c'est juste de comprendre ce qui se passe, faire l'enquête et pouvoir proposer le meilleur service et trouver le product market fit. Donc il y a plein d'endroits où le numérique est en plein boom. Il y a plein d'endroits où c'est vraiment une source importante d'ouverture vers le monde, d'ouverture du monde professionnel. Et vous, dans tout cet écosystème-là, vous créez... Alors, Saina, sa baseline, c'est EduJob Tech Platform. C'est-à-dire, mais c'est quoi alors une plateforme numérique, si je traduis en français, d'éducation et d'emploi? Comment ça fonctionne, en fait, globalement? Et puis après, on rentrera dans le détail. Oui, carrément. En fait, peut-être dire que... moi, je pars d'un paradoxe qui est comment c'est possible que ce que j'apprends à l'école ne me sert pas pour gagner de l'argent. Voilà. Oui. Et ensuite... Pratico-pratique. Pratico-pratique. Juste pragmatique. Là, les gars, à la fin du mois, j'ai 300 € parce que, en plus de mon APL, il faut que ça rentre le loyer. C'est simple. C'est ça la logique. C'est limpide. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, où après j'ai ma prépa, que j'ai envie de me payer, que je sais que mes parents ne pourront pas me payer, tu vois. Donc, ok, il faut qu'on trouve une solution. Et à la fois, tu te dis, il y a 111 millions en Afrique de gens qui sont au chômage. Et à la fois, tu as BCG qui dit que d'ici 2030, tu as 650 millions d'emplois qui vont nécessiter des compétences numériques.
Attention, je dis bien compétences numériques, je parle pas de dev, parce qu'on sait tous ce qui se passe avec le développement de l'IA, avec comment Elon Musk a viré tous ces gens, la tech, comment tous ces métiers-là sont en train, quelque part, je vais pas dire mourir parce que le mot est trop fort et je suis pour la vie, donc on va dire évoluer, ils sont en train d'évoluer, mais en revanche, les métiers les digital tasks, en fait, sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui, et ça, c'était un des éléments clés, en fait, de notre avancée chez Saina. Et c'est quoi, du coup, alors, les compétences, effectivement, que vous allez travailler ou que vous allez proposer de développer aux utilisateurs de la plateforme? Alors peut-être comment il fonctionne notre système. Aujourd'hui, on appelle ça Gig Education System. C'est-à-dire qu'on a un système, on a des activités de travail qui sont implémentées dans vos activités d'apprentissage. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez votre parcours métier que vous décidez, on va dire, au début, vous savez pas vraiment, de toute façon. Donc vous êtes là en mode exploration. Donc nous, on a un premier module qui s'appelle Discovery. C'est l'exploration. On voit qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne Internet, comment on crée un Gmail. La base, genre vraiment basics. Et là, on a vraiment créé un contenu adapté pour les jeunes en Afrique qui viennent des campagnes, qui ont jamais eu forcément un smartphone avant, qui traînent dans des cybercafés, juste comme moi avant, quoi. Donc là, c'est vraiment créé pour eux. Et aussi pour les femmes célibataires, les mamans célibataires. Oui, ça, on y reviendra peut-être, mais c'est vrai que c'est un public auquel vous vous intéressez beaucoup aussi. Du coup, deuxième étape. Yes. C'est quoi exactement les compétences de la deuxième étape? Oui, donc après, deuxième étape, donc là, vous avez validé Discovery, vous avez validé Discovery 101. À cette étape-là, vous avez déjà commencé notre module freelance. Parce qu'il faut savoir, du coup, je vous parlais d'argent, on parle de monétisation des compétences. Dans l'univers, dans le jargon de l'Internet, aujourd'hui, ma génération parle de monétisation. On a toute cette vague de mes potes qui arrivent dans le monde du travail et j'ai l'impression qu'on ne sait pas ce qui nous est tous arrivé. Vous cherchez tous à monétiser vos compétences. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Et donc, ça s'apprend. Et donc, ça s'apprend, absolument. Ça s'apprend, absolument. Ouais. Donc, comment ça s'apprend? Par exemple, on a un parcours qui s'appelle freelance. Pour l'instant, c'est un module. Il est en train d'être évolué. Et dans ce parcours freelance, on enseigne à comment créer son profil sur Fiverr. OK. Comment j'optimise, comment je me présente, quels sont les mots-clés. Quels sont les services que je suis en capacité d'offrir? Parce que c'est bien beau d'avoir Fiverr du Upwork, mais comment t'expliques au Bobby qui a jamais vu un ordinateur que Fiverr ça existe et que tu peux faire de l'argent avec? Donc il y a quand même un temps de... Mais c'est vrai que ça arrive tôt. Moi, j'ai testé moi Saina et c'est vrai que ça arrive assez tôt finalement. Dans les premiers modules, après les modules de compétences basiques, assez rapidement, on vous dit bon là, maintenant, allez, faut que tu te lances là, faut que tu commences à te mettre dans le bain et à proposer ce que tu sais déjà faire, même si c'est pas grand chose, mais tu proposes déjà ce que tu sais faire. Et du coup, la première activité, c'est build your portfolio, construire ton portfolio. Et à partir de ce portfolio-là, tu vas pouvoir aller à l'étape d'après qui est crafter ton service et identifier un prix. Donc voilà, je vais pas vous faire tout le cours, mais en gros, c'est... On va pas rentrer dans le détail. Après, chacun ira voir la plateforme. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans la manière d'aborder les contenus d'éducation. C'est peut-être justement la façon de faire. Elle est un peu ludique. Il y a une façon très, très, très sympathique d'aborder tout ça. En fait, c'est facile. Yes, ça fait trop plaisir d'entendre ça. J'espère que les équipes produits vous entendez, que vous êtes fiers, les amis. Bref, désolé. Mais oui, en fait, c'est tout un travail. Notre Head of Knowledge, il fait de l'excellent travail. Et aussi, la question des avatars. Pour être très transparente avec toi, ça a fait couler beaucoup d'encre chez Saina, cette histoire d'avatar. Parce qu'évidemment, t'arrives de Madagascar. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas faire un jeu vidéo de quoi? Mais déjà, t'es qui? Genre, pour qui tu te prends, en gros, tu vois. Mais pourtant, ça a une vraie visée pédagogique, en fait. C'est pas juste on s'amuse à faire des choses et mettre de l'argent dans de la R&D, c'est qu'il y a des choses qui sont développées. Il y a un intérêt et aujourd'hui, ça nous a permis d'être différenciants sur notre environnement concurrentiel, mais surtout d'un point de vue pédagogique, au-delà du business, ça permet aux apprenants d'être mieux attrapés en fait. Donc les avatars, c'est en gros c'est les profs qui vous parlent. Ils sont sous forme d'avatars. Ils sont très sympas, très ludiques. On est dans l'immersif tout de suite. Et puis il y a aussi des avatars, alors plutôt chatbot cette fois-ci, dans la partie Discord. Avec des avatars. Alors là, pour le coup, on touche déjà un peu à l'IA. Clairement. Et vous leur avez donné des personnalités. Exact. Donc, anecdote. D'abord, Adam a commencé à mettre ça en place et il l'a travaillé. En fait, c'est lui qui l'a nourri. En fait, il a créé son IA en tant que professeur. Oui. Parce qu'il s'est dit, j'ai eu des milliers d'élèves. Il s'est créé un double. Voilà, c'est ça. Donc, son IA, elle est un peu sarcastique.
c'est Saina.ai, je pense que tu as discuté avec elle, elle te donne jamais la réponse. Ah ça c'est sûr, elle donne jamais la réponse. Ouais. Tous les avatars, ils vous accompagnent, ils vous donnent des pistes, mais ils donnent jamais la réponse. Fasciné par l'univers et la fin du monde. et donc du coup, anecdote, j'en arrive enfin, on a l'un des membres de notre équipe admin et finance qui a envoyé un message à Adam le lendemain matin de la mise à jour. Et mais il y a Elon Musk dans notre Discord. C'était magique. Voilà, donc il y a qui comme personnalité du coup dans ces chatbots? Donc je crois qu'on a Beyoncé. On aime bien Beyoncé. Ouais. Il y a Elon Musk. Il y a Elon Musk. Il y a Maître Yoda. Maître Yoda, bien sûr. Maître Yoda. Il y a Saina.ai. Il y a aussi une qui parle anglais. Donc, quand on a release en fait, on a créé un corner English. D'accord. Parce qu'en fait, bon, c'est vrai qu'on est dans la semaine du sommet de la francophonie. Oui, on va en parler d'ailleurs. Oui, j'imagine. Okay. Oh, waouh. Et donc, du coup, on a quand même créé un espace anglais parce qu'on commence à avoir des clients anglophones, même si on n'en parle pas beaucoup, parce on doit aussi améliorer notre produit pour les accueillir eux. Donc, oui, les gens, ils sont tombés amoureux de l'IA. Du chatbot anglais. Moi, c'est marrant qu'on parle de l'anglais et du français parce que moi j'ai été surpris parce que pareil dans les premiers contenus éducatifs tout de suite et assez rapidement on reprend un peu les bases du français quoi. Et le français c'est une compétence du monde du numérique pour l'Afrique et pour le monde entier. Et donc du coup il faut savoir bien réviser sa grammaire. Ouais. Réviser ses tournures de phrases. Ouais. Et j'avoue que j'étais surpris. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça vient faire là? Mais c'est vrai que ça paraît tout à fait logique, parce que derrière, quelles sont les missions qui en découlent? Yes, en fait, c'est simple, c'est que y a une guerre qui se passe à 3 niveaux. Ouais. Au niveau de la langue, il y a la langue malgache, le malgache, versus le français. Pour eux, qui est la perte de la langue, c'est une perte d'identité. De la même manière, là, sommet de la francophonie, on développe les affaires francophones parce qu'il y a du business et qu'il y a des centaines de millions de personnes qui parlent français. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les anglophones sont en train de prendre une avance. Moi, aujourd'hui, mes concours, je n'ai une chance de gagner que si je participe en anglais et pas en français. Ah oui. Aujourd'hui, on sait très bien que les startups anglophones ont levé plus d'argent que les startups francophones. Aujourd'hui, on sait très bien que tu peux pas dire à un malgache reste à parler ta langue malgache, c'est lui fermer les opportunités. Oui. Donc moi, je suis une personne pragmatique et je veux le bien de ma communauté et il faut que tu apprennes le français. Si tu arrives à apprendre l'anglais, c'est encore un plus parce que oui, il y a des opportunités en anglais, mais aujourd'hui, notre marché principal, c'est la francophonie parce qu'il faut que les gens sachent parler. Et première étape, quand tu es dans un pays francophone, améliore ton français et tu améliores tes opportunités. Moi, j'allais vous décerner là pour la semaine de la francophonie, effectivement vous écouterez peut-être cette émission après la semaine de la francophonie, mais un prix d'ambassadrice de la francophonie. Parce que c'est vrai parce que du coup, vous appuyez fort sur ce sujet-là, parce que derrière, ça permet d'ouvrir des missions de création de contenu, de mise à jour. Et pas faire des fautes d'orthographe, parce que on switch de l'autre côté, mais je suis côté les heures de travail qu'on vend à nos clients. C'est... En fait, faut bien les payer les gens. On est professionnels et ouais. D'ailleurs, si on parle un tout petit peu des clients, et puis après on fera la pause musicale. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça, les missions finalement que vous recherchez et qui sont proposées après à vos utilisateurs, à vos apprenants. C'est des missions justement de mise à jour de contenu. Alors, il y a plusieurs types de missions. Je vais vous les expliquer comme ça les différentes catégories, mais il faut aussi savoir qu'un client, en tant que travailleur malgache, tu dois savoir bien parler français parce que ton interlocuteur est français. C'est un échange de culture. Et nous, ce qu'on dit à nos clients français, c'est vous êtes là pour étendre votre team, vous étendre à une culture, apprendre aussi sur d'autres. C'est pas juste parce que ça coûte moins cher, en fait. Il y a de la vraie valeur ajoutée de ce qui est apporté sur la table. Et donc, du coup, nous, on a essayé de cadrer ces services-là, on va dire, de valeur ajoutée. Donc, par exemple, on a ce qu'on appelle les tâches de niveau 1. Donc, c'est tout ce qui va être la data labellisation, la data annotation. Donc, vous êtes une entreprise aujourd'hui, vous avez un set de données, donc je dis n'importe quoi, par exemple dans le monde médical, pour entraîner vos IA, vous pouvez envoyer vos sets de données. Il y a des communautés de médecins aujourd'hui qui font ça à Madagascar, qui font de la data annotation, de la data labellisation dans le secteur de la santé. Oui, on est capable de faire ça. Donc ça, c'est tâche de niveau 1. Ensuite, on a par exemple tout ce qui va être bras droit CEO. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on parlait avant d'assistante virtuelle, c'est toujours le cas, il y en a énormément besoin. Mais moi-même, j'ai eu un bras droit CEO chez Saina, c'est incroyable en fait. Et c'est vraiment des personnes à forte valeur ajoutée qui ont... Ça réduit la charge mentale du CEO. Ça réduit la charge mentale du CEO, mais clairement, quoi. Genre, moi, j'étais...
Bref. Donc voilà, autre type de tâches, mais aussi on fait du sales, on fait aussi du dev, évidemment, on met à disposition des talents. Donc nos talents qui sont là depuis 7 ans, aujourd'hui, ils arrivent à avoir des clients en Europe, au Canada et à facturer bien. Donc on est heureux pour eux. Bon, merci déjà pour tous ces partages. On comprend mieux la plateforme. On va aborder la partie justement plus mission juste après la pause musicale. Je vous propose d'écouter une jeune femme talentueuse qui a éclos à quelques pas d'ici de notre studio à Porte de Clignancourt. Il s'agit de Merveille qui nous donne des conseils en fait contre les jaloux et contre les haters. Elle dit tout simplement de les dribbler et de les dribbler comme le joueur de foot brésilien Paqueta. Allez, on écoute Paqueta de la chanteuse Merveille. Je te fais danser comme Paqueta. Et vu qu'ils restent en moi, ils disent que j'aurais jamais le passion. Je sais pas si je s'appelle. Ils se comportent comme les ailes. Je chante la mélodie pour me sauver. Est-ce que un jour papa serait sauvé? Je te fais danser comme Paqueta. Je te fais danser comme le casse. Je te fais danser comme Paqueta. Je te fais danser comme le casse. Si j'étais pas là, même si on se trop parler et reparler, même si ma tête n'est plus là. Non, je peux pas me là. Non, je peux pas me là. Il faut parler et reparler, même si mon corps n'est plus là. Ils font semblant de pas me reconnaître, mais quand je fais te voir, ça crée merveille SOS. Ils font semblant, ils veulent me la mettre, mais quand je fais te voir, ils font semblant de pas me reconnaître. Je te fais danser comme Paqueta. Je te fais danser comme le casse. Je te fais danser comme Paqueta. Je te fais danser comme le casse. Je te fais danser comme Paqueta. Je te fais danser comme le casse. Je te fais danser comme Paqueta. Je te fais danser comme le casse. Je te fais danser comme Paqueta. Je te fais danser comme le casse. Je te fais danser comme Paqueta. Je te fais danser comme le casse. Merci Merveille, vous êtes toujours sur Cause Commune, la radio en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode où on découvre la plateforme Saina, plateforme d'éducation et d'accès à l'emploi avec sa fondatrice Matina. Matina, on a eu un premier état des lieux un peu et puis une compréhension de comment fonctionne la plateforme du côté de l'éducation. C'est un formidable outil quand même pour former les gens, pour les emmener vers des nouvelles professions, vers des nouvelles compétences. Est-ce que du coup, il y a une vision quand même aussi d'aide et d'accompagnement des différentes jeunesses? Peut-être on l'a pas dit, mais vous pourriez l'évoquer. Où est-ce que vous êtes implanté aujourd'hui en Afrique? Oui, aujourd'hui on est dans 15 pays africains, principalement francophones. On a plus de 7500 personnes sur notre plateforme d'apprentissage. On a plus de 3000 personnes payantes. On a généré $542 000 d'opportunités en gig économie pour notre communauté. Et on grandit bien, on est fiers. Maintenant qu'on a bien grandi en Afrique, Madagascar ne représente plus que 55% de nos utilisateurs. D'accord. Et on continue à grandir. Et évidemment, la stratégie avec les bailleurs, les institutionnels, est une stratégie qui est importante pour Saina. L'Organisation internationale de la francophonie est l'une des premières à m'avoir fait confiance, à avoir fait confiance à Saina dans cette stratégie d'économie numérique en tant qu'organisation internationale. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font ces institutions? Ils subventionnent l'accès à la plateforme pour les utilisateurs ou c'est à vous directement? Comment ça se passe le partenariat? Oui, alors on a fait ça pour l'OIF pendant 2 ans. Donc, on va dire que ils ont ce qu'on appelle la stratégie économie numérique, qui est la stratégie de la francophonie pour l'économie numérique. Donc, il y a plein de choses, les missions, la REF à laquelle ils ont participé. Et il y a aussi toute cette question de développement des compétences. Donc, ils ont développé un programme qui s'appelle Déclic.
Donc le programme Déclic a été, donc nous on a fait le POC, on a fait le test pendant 2 ans, ça a tellement bien fonctionné que ça a été renouvelé pendant 4 ans. Malheureusement, on n'est pas dans le programme pour les 4 années, donc c'est en train, voilà. Mais en tout cas, c'est un super programme. Ils ont réussi à leverage plus d'argent. Nous, ça nous a permis de démontrer qu'on savait faire notre travail, qu'on était bon, que des élèves arrivaient à créer leur propre agence, parce que on a parlé que du parcours freelance, mais on a d'autres parcours de monétisation comme le parcours agence web. Les élèves arrivent il y en a qui ont dépassé les 2 000 € par mois de revenus récurrents. Donc c'est incroyable dans un pays comme Madagascar. Genre, c'est la fortune pour le coup. C'est ça. Désolée de vous couper, j'ai une question pour l'invité. Ah, mais Elisa. Salut. Alors, et ben voilà, donc Matina, Elisa, on vous présente. Elisa, elle nous écoute depuis le début. Et puis, de temps en temps, comme c'est un LLM, elle est curieuse. Elle pose des questions supplémentaires. Parce que, alors, Elisa, quelle est votre question ? Connais-tu un humain essentiel pour ce monde ? Ah oui. J'aime bien les questions d'Elisa, c'est simple, c'est direct. Mathina, est-ce que vous avez, avec toutes ces personnes que vous avez croisées là, dans tout le continent africain et ailleurs et européen, est-ce que vous avez croisé des humains essentiels ? Plein. Mais un en particulier. Ah si, il y en avait qu'un. Il y en a un en particulier quand même. C'est Adam. Ah, d'accord. C'est votre chéri. C'est ça. Premier homme sur Terre. Non, il travaille avec nous aussi et c'est aussi beaucoup grâce à lui qu'on on est aujourd'hui. Il a réussi à garder l'ADN de ce que je voulais faire parce que c'est pas facile aujourd'hui. Les gens ont eu beaucoup de mal à comprendre qu'on était une boîte qui à la fois devait chercher à être profitable tout en ayant de l'impact et en ayant des KPI d'impact et que notre modèle est intrinsèquement lié à l'impact qu'on crée ou pas. Et nous, on fait pas d'argent si on ne fait pas d'impact. C'est aussi simple que ça. Et je donc, vous assure qu'il m'a pas appelé avant l'émission pour qu'on vous pose la question et qu'on vous oblige à dire que c'est lui. Ils ont parlé entre IA, il a dû parler avec. Ça, ils ont dû se. Il a hacké Elisa Adam. Très bien. Du coup, sur le microtasking, parce qu'en fait, vous savez, ici, je vous l'avais dit, on a reçu Nathan Casté, qui a produit et réalisé le documentaire sur En attendant les robots, qui est Human Not Human, et qui quand même montrait à quel point le microtasking il est aussi globalement déshumanisant. Comment on fait aujourd'hui quand on a une plateforme où on amène finalement des missions vers pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avec ce microtasking là. Comment vous garantissez que les missions qui sont remplies, elles sont pas justement déshumanisantes? Comment vous gérez ça? Moi déjà, je dis ça et là ça n'engage que mon avis personnel et qui je suis. Je suis une personne très authentique. Moi je pense que le travail en soi c'est déshumanisant. D'accord. Et je trouve que nous on a juste essayé de faire en sorte que ça soit compréhensible par des gens qui comprenaient pas leur code en fait. Leur politique interne, la manière dont tu fais un process de recrutement entre entreprises A et B, c'est différent, mais à la fois c'est la même chose. Internet est couvert de mèmes de notre génération qui ne comprend pas ce monde corporate et ce monde du travail dans lequel on vit. Et je les comprends. Et nous, tout ce qu'on a essayé de faire, c'est justement le rendre moins déshumanisant et en pouvant construire ton futur et savoir ce qui va se passer et choisir tes compétences que tu veux et que tu sois pas limité par un APB ou maintenant ça s'appelle plus comme ça. Mais ouais. Un Parcoursup. On a fait une émission aussi sur ce sujet. Mais du coup, oui, en fait, l'idée c'est que vous garantissez, vous regardez quand même les missions qui rentrent sur la plateforme. Ah bien sûr. Après oui, là j'ai parlé d'un point de vue philosophique, globale, ouais. Mais de manière beaucoup plus précise. Nous, il y a des missions qu'on prend, on sait qu'on prend, qu'on souhaiterait prendre et qu'on prend pas à la légère. Et quand on décide de les prendre, c'est un avis commun autour des gens de la table qui décident. Donc par exemple, on va parler du sujet des content modérateurs. Oui. C'est un sujet qui est épineux, c'est un sujet qui fait mal. C'est ceux qui voient parfois du contenu un peu traumatisant. Plus que traumatisant, faut dire les choses en face. Il y a des gens qui se sont suicidés aux États-Unis en fait. Ouais. C'est pas des blagues en fait cette histoire. Et quand je dis que le travail est déshumanisant, en fait quand je dis que le travail est déshumanisant, c'est dans le sens où on vous assigne une tâche à faire. Que vous soyez indépendant, freelance, entrepreneur, CEO, directeur des opérations, actionnaire, on vous assigne une tâche, quoi qu'il arrive, qu'il faut effectuer. Et donc nous, on a juste essayé de digitaliser cet assignement en fonction des compétences et de ce que vous êtes capable ou non de faire. Et donc aujourd'hui, on propose aussi des tâches, tout ce qui est content. Donc on fait pas encore la content modération, on aimerait bien, mais parce qu'il faut réfléchir à tout un process à mettre en place. Donc il faut déjà avoir l'aval des géants de la tech, que ce soit Meta, TikTok, je sais qu'ils ont investi beaucoup d'argent.
et Amazon et tout ça. Amazon, rien que sur les fiches produits, en fait, c'est beaucoup, c'est ça. Et ensuite, après, pour moi, Nathan, dont vous faites mention, pour moi, il y a 2 sujets. Il y a des missions qui sont intrinsèquement difficiles, et qui sont nécessaires et comment on les gère. Et il y a le fait de comment on assigne les différentes missions, qu'on assure à la personne non seulement une évolution de sa carrière, quelque chose qui la sécurise, une assurance, une cotisation à quelque chose, même si on sait très bien qu'on est en Afrique et les emerging markets, il y a beaucoup de doutes dans l'avenir. C'est comme ça, c'est la vie. Écoutez, on est déjà arrivé au bout de cette émission. Ça va trop vite, je sais. J'en suis la première victime puisque j'avais encore à peu près 15 500 questions à vous poser. Mais je vous remercie beaucoup pour tout ce partage, Matinas. Du coup, on vous retrouve sur Saina.io. Après, il y a tout l'écosystème Saina qui s'ouvre. Alors, si vous recherchez des prestations en IA, les boîtes d'IA, n'hésitez pas à vous tourner vers Saina. Merci Matina. Merci beaucoup à vous. Merci Jérôme. Merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de liker cet épisode. Ça manipule les algorithmes, mais c'est cool de manipuler les algorithmes.